Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue aux étudiants dans la classe, bienvenue aux personnes du public qui sont avec nous aujourd'hui. Alors, dans le cadre de ce séminaire sur la vulnérabilité, on a avec nous aujourd'hui Mme Caroline Ringotte, qui est de Leuven, de Louvain-la-Neuve, en Belgique, qui est avec nous ce matin. C'est une psychologue clinicienne qui participe au réseau de recherche Respire, donc le réseau Soins, Spiritualité, Santé. Et elle travaille sur l'approche aidance. Elle va nous parler de cette thématique ce matin. Je vais tout de suite donner la parole à Mme Ringotte. Alors, je vous invite à nous présenter votre communication. Alors, est-ce que vous voyez bien mon diaporama et est-ce que vous m'entendez bien? Oui. D'accord, très bien. Alors, c'est parti. Donc, vulnérabilité et proche aidance. Alors, tout d'abord, donc le plan de mon exposé. Donc, d'abord, dans une première partie, j'aborderai des considérations générales sur les danses naturelles. Dans une deuxième partie, nous aborderons les facteurs de risque et les facteurs de protection de l'épuisement chez les dents naturelles. Et enfin, dans une troisième partie, une illustration par 3 situations particulières, le cancer, la maladie d'Alzheimer et enfin la surdité. Donc, tout d'abord, des considérations générales sur les danses naturelles. Qui sont les aidants naturels? Toute personne qui apporte une aide continue ou régulière, non professionnelle, à une personne de son entourage confrontée à l'une des situations suivantes: la maladie, physique ou psychiatrique, le handicap, physique ou mental, le vieillissement, la fin de vie. Ces aidants naturels sont un membre de la famille pour 80% des situations, en règle générale parents, conjoints, enfants, mais il peut s'agir également d'un voisin ou d'un ami. Alors, que fait concrètement l'aidant naturel? Beaucoup de choses. Des actes de nursing, par exemple la toilette, les transferts du lit au fauteuil. Des actes de soins, donc une dispensation du traitement, des pansements, des injections, etc. Un accompagnement à l'éducation et à la vie sociale. Des démarches administratives. Une coordination médicale, notamment entre les différents intervenants à domicile. Un accompagnement lors des consultations et des hospitalisations. Une surveillance. Un soutien psychologique. Alors, un rôle de communication, de soutien à la communication, notamment dans les pathologies psychiatriques ou les démences. Des activités domestiques comme le ménage, la préparation des repas. L'organisation logistique, portage de courses, réservation des transports, etc. Voilà, donc c'est l'essentiel, mais il y a encore pas mal d'autres choses que font les aidants naturels. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup d'activités diverses qui lui incombent. Alors, le vécu des aidants naturels, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vivent concrètement. Alors, vous aurez remarqué que déjà, peut-être que ma présentation se veut assez concrète, dans une plongée dans le vécu des aidants. Donc, pour eux, il y a une réorganisation du quotidien, voire un bouleversement total, selon la sévérité de la maladie ou du handicap du proche, notamment. Le sentiment de porter un fardeau permanent, avec une absence de répit, parfois, voire souvent, un comportement sacrificiel avec ce qu'on appelle le syndrome du sauveur, ce qui implique une charge mentale très importante, y compris lorsqu'ils sont lorsque le proche, la personne aidée est en répit, est hospitalisée ou en institution,
l'esprit de l'aidant naturel n'est jamais au repos. Son esprit est toujours préoccupé par l'état de santé de son proche. L'importance du stress perçu et du contrôle perçu. Donc là, ici, on a une variable individuelle, personnelle, c'est-à-dire que il dépend bien évidemment de la sensibilité, de la personnalité, du vécu de l'aidant naturel. Ce stress ne sera pas perçu de la même manière par rapport à des faits et une charge qui peuvent être objectivement la même pour différents aidants. Voilà, le stress perçu et le contrôle perçu, c'est-à-dire dans quelle proportion on a le sentiment qu'on a le contrôle sur la situation. Donc, il y a le côté factuel, objectif, mais il y a bien évidemment toute la subjectivité de l'aidant naturel qui est important à prendre en compte. Souvent, une incompréhension de la part de l'entourage ou de la société en général par rapport à ce que vit l'aidant naturel. Une perte d'identité personnelle au bénéfice de leur rôle. Une restriction de la vie sociale, voire un isolement social avec un sentiment de frustration. Un sentiment de culpabilité, c'est souvent le sentiment de ne pas en faire assez ou bien de ne pas être à la hauteur, alors que ce sentiment peut être éprouvé par des personnes qui en font énormément. Mais c'est comme si l'idéal n'était jamais possiblement atteint. Un sentiment d'impuissance avec une perte de confiance en soi qui est souvent générée par ce sentiment. Des changements relationnels avec le proche aidé, une perturbation ou un renforcement du lien affectif. C'est quand même plus souvent une perturbation qu'un renforcement. Une ambivalence de sentiments, à la fois on a besoin d'être avec le proche et à la fois on n'en peut plus et on aimerait être ailleurs. Même parfois il peut y avoir des envies que la personne meure, hein. Ça paraît un peu violent dit comme ça, mais ça c'est quand les aidants sont épuisés, ils peuvent en arriver à avoir ce genre de pensées et qui sont bien évidemment très culpabilisantes. Il peut y avoir cette ambivalence-là, ne pas vouloir que la personne meure et en même temps vouloir qu'elle meure parce qu'on n'en peut plus. Des reproches notamment par rapport à quelque chose qui peut être ressenti comme très exigeant de la part de la personne aidée. De la colère, de l'incompréhension. On observe aussi souvent un renversement générationnel, c'est-à-dire que l'aidant naturel a le sentiment de devenir le parent de son propre parent. Et souvent aussi une intrusion dans l'intimité de son proche. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des actes de toilette qui étaient faits, souvent par les aidants, quand il s'agit d'un proche et qu'il faut faire la toilette intime. C'est un vécu qui est très, très particulier et qui peut être ressenti comme très intrusif. Donc ce monsieur qui disait « Ma femme est devenue mon infirmière, j'aimerais retrouver mon épouse ». Alors, dans une deuxième partie, les facteurs de risque et les facteurs de protection d'épuisement des aidants naturels. Alors, tout d'abord, puisqu'on parle de facteurs de risque, de quels risques parlons-nous? Donc, les risques sur la santé sont les suivants. Une fatigue chronique, un stress chronique, des maladies aiguës ou chroniques, une réduction de l'espérance de vie, un ralentissement de la cicatrisation, un affaiblissement du système immunitaire, une hypertension, des risques cardiovasculaires, une diminution des aptitudes attentionnelles ou mnésiques et une dépression qui est souvent très peu prise en charge. Souvent parce qu'elle est minimisée par l'aidant lui-même. Alors, je vais m'arrêter un petit peu sur cette dépression. Les facteurs de risque de dépression chez l'aidant naturel.
c'est l'âge de l'aidant. En général, les personnes plus âgées ou les personnes au contraire très jeunes, comme les enfants ou les adolescents, puisqu'il y en a, on le verra, on le reprendra un petit peu plus tard, il y a des enfants ou des adolescents qui sont aidants, sont plus vulnérables à la dépression que les autres. La santé de l'aidant, la sévérité de la maladie ou du handicap du proche, le temps consacré aux proches, la durée dans le temps du rôle d'aidant. Si c'est plutôt ponctuel, une période bien définie, ce sera moins difficile que si le rôle d'aidant perdure dans le temps. La pauvreté des ressources financières, la pauvreté de l'étayage familial, amical et social, la pauvreté des liens affectifs préexistants avec le proche. On peut comprendre assez simplement que s'il y a un lien affectif de qualité, l'aidant se sera perçu comme moins lourde que le contraire, que dans le cas contraire, pardon. La répétition du rôle d'aidant dans son parcours de vie. Et la difficulté à déléguer avec ce fameux syndrome du sauveur, hein, c'est-à-dire ce fantasme qui consiste à imaginer qu'on peut sauver l'autre, donc porter toute la responsabilité de la souffrance de l'autre. Alors, les conséquences de l'épuisement des aidants naturels, elles peuvent être lourdes. Il peut y avoir un placement du proche en institution. C'est encore la solution peut-être la moins délicate, quoique. Après, tout dépend bien évidemment de ce qu'en pense la personne aidée elle-même. Ce qui devient plus délicat, c'est quand il y a des demandes d'euthanasie. Un espacement des visites, des comportements d'abandon, qui sont souvent assez peu compris par les aidants professionnels. Et un risque de passage à l'acte auto- ou hétéro-agressif. Alors, il y a une vulnérabilité particulière des femmes. Pourquoi? Parce qu'elles se plaignent moins que les hommes en général, parce qu'elles sont prisonnières des attendus sociaux sur le soin à dispenser, c'est-à-dire qu'il est considéré comme normal qu'une femme s'occupe d'un proche malade ou handicapé. Elles ressentent davantage la culpabilité. Donc, ce que je disais tout à l'heure, avoir le sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas en faire assez. Et c'est en lien avec le point suivant, c'est-à-dire qu'elles sont souvent plus exigeantes sur la qualité de ce qu'elles font pour leurs proches. Elles utilisent moins les services d'aide à domicile. Elles sont plus exposées aux troubles du comportement, notamment agressifs. Elles ont plus de difficultés à gérer l'agressivité. Alors, par exemple, parmi les conjointes d'un malade dément, 89% sont confrontées à la violence de celui-ci, avec un risque vital pour 26% d'entre elles. Les jeunes aidants. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les aidants sont aussi des enfants et des adolescents. Ici, je vais vous faire part d'une étude, l'étude ADOCARE, dont les résultats sont en cours de publication, qui a été effectuée auprès de 4037 lycéens en France. Voici les premiers résultats. Donc, c'est plutôt un état des lieux sur ces jeunes aidants. 43% des jeunes ont un proche malade ou en situation de handicap. 14% apportent une aide significative et régulière, ce qui représente 3 à 4 élèves par classe, ce qui est loin d'être négligeable. 3 jeunes aidants sur 4 sont des filles,
Souvent, elles sont l'aînée d'une fratrie. Un jeune aidant sur 4 s'occupe d'un proche en dehors de son propre domicile, c'est souvent un grand-parent. 39% de jeunes aidants accompagnent au moins 2 proches. Et 30% n'ont pas conscience qu'ils aident leurs proches. Donc ça, c'est important pour pouvoir exprimer des difficultés, demander de l'aide. Il faut avoir conscience de ce qu'on fait. Quand même, quasiment un tiers des jeunes aidants n'ont pas conscience qu'ils sont aidants. Alors là, on a énuméré les facteurs de risque, mais il y a heureusement aussi des facteurs de protection par rapport à l'épuisement. Alors, c'est d'abord la mise en place d'actions de soutien social, psychologique et économique. Alors, par exemple, en France, il y a les cafés des aidants, donc des moments de convivialité qui sont offerts aux aidants naturels par des professionnels qui viennent leur apporter un soutien psychologique. La maison des aidants, c'est un lieu d'accueil plus global où il est possible de venir prendre un peu de répit. Il y a la possibilité de prendre un congé proche aidant, voilà, etc. Donc, c'est sûr que selon les pays, il y a des dispositions différentes, mais voilà. Maintenant, le statut d'aidant est quand même reconnu. Il y a encore il y a pas mal de choses, des outils, des aides qui peuvent être mises en place. Encore faut-il que l'aidant se renseigne et se rapproche des personnes compétentes. Alors, ce qui aide aussi l'aidant à ne pas s'épuiser, c'est une bonne alliance thérapeutique entre les aidants naturels et les aidants professionnels. La capacité à demander de l'aide et à déléguer. La capacité à prendre soin de soi, notamment dans une dimension spirituelle. Alors, prendre soin de soi dans une dimension spirituelle, on appelle ça le spiritual self-care. Et dans ce spiritual self-care, il y a une dimension qui fait référence à la présence à soi, qui est une dimension importante, et que voilà, on pourrait décliner en 3 points. Donc la présence à soi, c'est d'abord l'écoute de soi, c'est-à-dire être en capacité d'écouter son corps, écouter ses émotions, écouter ses besoins. Ensuite, cette présence à soi, elle demande de l'autosurveillance, donc faire attention aux signes de fatigue et se sentir en adéquation avec le sens que l'on donne à ce que l'on fait. Et enfin, la présence à soi, elle requiert des auto-soins, c'est-à-dire qu'il faut être en capacité de faire preuve d'autocompassion, avoir de la compassion pour soi et trouver un juste équilibre entre les soins à l'autre et les soins à soi. Donc j'en arrive à la 3e partie, donc une illustration par 3 situations particulières. Le cancer d'abord, ensuite la maladie d'Alzheimer et enfin la surdité. Alors, dans le cas particulier du cancer, je vous propose de voir 3 phases différentes. D'abord, la phase de diagnostic et de traitement. On verra ensuite la phase de rémission et enfin la phase préterminale et terminale. Alors, dans le cas du cancer en phase de diagnostic, cela engendre de grands bouleversements dans la vie familiale avec un focus sur la maladie. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui ne relève pas de la maladie devient accessoire. C'est la maladie qui devient le centre de la vie familiale. Il y a souvent une crise émotionnelle aiguë au moment de l'annonce du cancer du proche, avec la menace de perdre le proche, bien évidemment. Il peut y avoir aussi une prise de conscience d'être soi-même mortel
et la nécessité de s'adapter au monde médical. Ce qui est directement lié à ce que je viens d'évoquer, il y a souvent pour les aidants, dans le cas du cancer, une socialisation nécessaire au monde soignant qui demande d'adopter un vocabulaire particulier avec un raisonnement propre au monde soignant, avec des règles particulières. Il y a souvent un réaménagement du domicile en cas d'hospitalisation à domicile. Donc, c'est souvent concrètement le lit de la personne aidée qui est descendu au rez-de-chaussée, donc avec un réaménagement de la pièce de vie principale. Il y a chez l'aidant naturel une anticipation de la douleur et des autres symptômes quand il prend soin de son proche. Une incertitude face à l'avenir qui peut générer une anxiété de fond quand l'aidant n'est jamais tout à fait libéré. Une peur d'être stigmatisé ou exclu des cercles familial, amical et social. Une adaptation très variée des aidants face au traitement. Alors, c'est-à-dire qu'on observe un continuum entre une négociation systématique de la part des aidants naturels concernant les traitements jusqu'à une acceptation totale sans aucune négociation. Une confiance, on pourrait dire, aveugle dans le corps médical. Voilà pour cette première phase. Ensuite, dans la phase de rémission et de guérison, il y a chez les aidants naturels une recherche de distanciation avec la maladie. C'est-à-dire que là, on a vraiment le phénomène inverse de ce qu'on avait précédemment, où on avait un focus sur la maladie. On laisse tomber tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne relève pas de l'aide aux proches. Et là, au contraire, il y a vraiment une recherche de distanciation. On a besoin de reprendre un petit peu sa vie d'avant, avec une gestion plus ou moins réussie de l'incertitude, c'est-à-dire qu'il y a quand même toujours la peur que la maladie revienne, donc qui génère aussi une anxiété, cette crainte de la récidive. Il va y avoir une recherche d'une satisfaction de ses propres besoins, puisqu'ils ont été mis sur le côté pendant tout le temps où on a aidé le proche pendant la phase de traitement. Il peut y avoir aussi une reprise des rôles familiaux antérieurs avec parfois des tensions, voire des conflits. Ce n'est pas simple de reprendre la dynamique familiale antérieure. Quand par exemple, on a été, quand on est enfant et qu'on a dû aider son parent et que on s'est senti parent de son propre parent et que quand son proche va mieux, il nous demande de reprendre notre place d'enfant, ça se passe parfois non sans tension. C'est pas évident de reprendre son rôle antérieur. Alors, il y a une gestion des charges qui est parfois impossible à faire dans la durée, quand justement cette reprise de rôle est difficile. Il y a parfois maintien des bénéfices secondaires chez le proche, donc chez la personne qui a été malade, par l'attitude de l'aidant. C'est-à-dire que l'aidant, s'il a été dans la surprotection de la personne malade, la personne cancéreuse, cet aidant naturel va peut-être avoir du mal à lâcher cette surprotection qu'il a adoptée pendant tout le temps du traitement. Et cela va générer chez la personne qui a été malade un maintien des bénéfices secondaires, c'est-à-dire ce qu'on appelle bénéfices secondaires, ce sont les bénéfices que peut retirer une personne d'une situation particulière. Donc là, en l'occurrence, les bénéfices qu'elle peut retirer du statut de malade. Ce qui fait qu'il y a une possibilité d'une rémission complète avec donc un fonctionnement relationnel qui est enquisté dans ce schéma aidant-aidé. Alors, toujours donc dans le cancer, maintenant on va voir la troisième phase qui parfois malheureusement arrive, c'est-à-dire la phase pré-terminale et terminale.
Alors, le temps du mourir, ça représente pour les aidants naturels un temps de transition, voire de suspension du temps, avec une exacerbation des sentiments, la colère, la culpabilité, l'impuissance, l'ambivalence, tout ce qu'on a vu de façon plus générale là, dans les premières parties. Le temps du mourir est un temps de crise, donc il peut y avoir exacerbation de ces sentiments. Une résurgence des conflits latents, des difficultés de communication entre l'aidant et son proche, avec souvent ce qu'on appelle une conspiration au silence, puisque la mort est souvent sujet tabou. Quand la mort approche, de part et d'autre, on a du mal à aborder cette question et ça peut générer des difficultés qui se traduisent par le silence, une difficulté à communiquer. On n'arrive plus à communiquer. Alors, il y a aussi pour les aidants naturels comme difficulté un manque de repères dans notre société face à la mort. Certains aidants se sentent démunis, ne savent pas ce qu'ils doivent faire quand la mort est envisagée. Également, et c'est en lien, des difficultés à aborder la mort avec les enfants. Doit-on leur expliquer que la personne malade en a plus pour longtemps, qu'il n'y a plus rien à faire? Les adultes en général font l'erreur de vouloir protéger les enfants de la mort, alors que bien souvent, ils perçoivent la gravité de la situation et les enfants ont le droit de savoir et d'être aidés comme les adultes. Alors, donc, il y a des points négatifs, mais il y a également, heureusement, des points positifs dans ce temps de transition. Il y a la possibilité de se retrouver, de se réconcilier, de soulever des non-dits, de manifester son affection et de réaliser certains projets. Alors, j'en viens à un deuxième cas particulier, donc des maladies d'Alzheimer et apparentées. Alors, les difficultés majeures pour les aidants naturels dans ce type de situation relèvent surtout des troubles du comportement, notamment agressifs de leurs proches et de sa dépendance. Et ce qui génère un stress par la longue durée de l'aide. Là, ça fait vraiment partie des situations où la durée de l'aide a tendance à se prolonger. Il y a une déperdition des relations nourrissantes et une impossibilité de continuer à construire une histoire commune qui est très difficile à vivre également. Des difficultés à s'adapter aux changements comportementaux du proche. Il y a un certain travail de deuil de la personne qu'ils ont connue et aimée à réaliser. Enfin, le troisième cas particulier dont je souhaitais vous parler, c'est celui de la surdité. Donc, je prends pour exemple ce film La famille Bélier qui est très intéressant à ce sujet. Donc, les enfants entendants de parents sourds. Ils sont également appelés CODA, donc Child of Deaf Adults. Ce sont des aidants, aidantes doublement invisibles. Pourquoi? Parce que déjà, les aidants, de façon générale, on dit qu'ils sont invisibles parce qu'on ne réalise pas tout le travail qu'ils font auprès des personnes malades et handicapées. Mais les EEPS ou les CODA sont doublement invisibles parce que la surdité est un handicap invisible. Chaque année, en France, 5700 enfants naissent de parents sourds, dont un tiers sont signeurs, c'est-à-dire que un tiers de ces parents sourds pratiquent la langue des signes. 95% des enfants nés de parents sourds entendent. Souvent, ils sont sollicités en tant qu'interprètes pour leurs parents.
ce qui fait qu'ils sont souvent confrontés à des situations non adaptées pour leur âge. Ils entrent souvent dans l'intimité de leurs parents. Alors là, je prends pour exemple dans ce film La famille de Bélier, où la jeune fille qui est jouée par la chanteuse Louane doit traduire un rendez-vous chez la gynécologue pour sa maman, donc auquel assiste le papa également. Et donc le gynécologue explique à madame qu'elle ne doit plus avoir de rapport sexuel avec son mari pendant un certain temps. Donc la jeune fille, leur fille, doit leur traduire en fait ça. Hein. Donc ça montre, ça illustre bien des situations très particulières où les enfants interprètes doivent entrer dans l'intimité de leurs parents. Ils portent des responsabilités qui sont trop lourdes à porter au vu de leur âge et de leur statut d'enfant. Ils sont parentifiés par leurs parents et ou par les professionnels. Alors donc, d'où l'importance pour ces EEPS ou CODA de pouvoir faire appel à des interprètes professionnels qui existent, hein, qui se sont vraiment beaucoup développés ces dernières années. C'est juste que parfois, par facilité, que ce soit les parents ou les professionnels, ont tendance à faire appel à ces enfants entendants sans réellement prendre conscience de l'impact psychologique que ça peut avoir sur eux. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin de mon temps de présentation. Voilà, je vous remercie pour votre attention et prenez soin de vos proches et de vous-même. Merci beaucoup, Caroline. Merci pour cette communication très concrète, très parlante, très humaine aussi. Un grand merci.